Le sujet de cette présentation, c'est l'intégration de la fonctionnalité de cyclage thermique dans la nouvelle interface de Tercast. Alors pour ça, je vais découper la présentation en deux principaux axes. Je vais d'abord présenter les avantages donc, de chacune de ces deux nouveautés, la nouvelle interface très rapidement, et ensuite je vais définir ce qu'est le cyclage thermique, même si vous l'avez déjà un petit peu vu. Et ensuite, je donnerai un exemple en fait, de mise en données. Voilà. Donc, pendant cette présentation, je vais me servir du cas de Saint-Jean Industrie comme exemple, en fait, pour présenter les différentes parties de la mise en données. Ici, c'est une prise de vue donc, pendant l'analyse d'un cas dans Workbench. Donc, c'est une pièce de structure automobile en aluminium d'environ 1,7 kg qui est coulée en basse pression. Voilà. Donc, je voulais remercier Saint-Jean Industrie pour nous avoir permis de montrer quelques images. Alors toujours pour introduire rapidement l'interface, vous avez ici donc en gros la page d'accueil avec la liste des templates disponibles. Donc une liste de templates qui a été un petit peu enrichie depuis la précédente version. Voilà, donc c'est ici aussi que vous aurez accès à vos templates personnalisés que vous aurez voilà, pour gagner du temps. Alors, ça fait maintenant 3 ans que j'utilise pas Tercast, la nouvelle interface, que je la teste et que voilà que je la triture dans tous les sens. Et je dois dire qu'elle a plusieurs avantages. Et donc le premier, je dirais que c'est très intuitif en fait. C'est une interface très intuitive et on s'y met facilement. Alors forcément, quand on change d'interface, il y a un petit moment d'adaptation. Mais je dois dire que ça se fait assez facilement et finalement c'est plus difficile après de la quitter qu'au début de s'y être mis dès le départ. Donc la deuxième chose, c'est qu'on est capable de gérer plusieurs projets en même temps dans la même interface, comme c'est possible avec Innova aujourd'hui pour comparer des cas. Ben là on peut le faire aussi pour comparer des mises en données et le pré et le post-traitement sont fusionnés. Ensuite, je dirais que il y a un réel gain de temps en fait avec l'utilisation de cette interface une fois qu'on sait l'utiliser, puisqu'au niveau de l'analyse et de la mise en données, il y a des outils spécifiques c'est des outils qui existent déjà, mais qui sont conçus de manière à gagner du temps avec cette nouvelle interface. Je vais vous donner 2 exemples par la suite. Et le petit plus aussi, l'idée de cette interface, c'est de pouvoir customiser, comme je vous disais, vous pouvez faire vos propres templates, faire une base de données pour gagner du temps pour la mise en données. Alors pour illustrer ce que je disais il y a quelques secondes, le fait que cette interface permet vraiment de gagner du temps au niveau de la mise en données et de l'analyse, là j'ai pris l'exemple d'un graphique multisource. Alors comment ça marchait avant, il fallait aller, actuellement comment ça marche, il faut aller chercher donc l'option qui permet d'aller chercher un VTF, on va aller le sélectionner. Bon, on peut en prendre que un à la fois, donc dans le cas d'un graphique multisource, il faut répéter l'opération autant de fois qu'on veut sélectionner des courbes. Ensuite, il fallait aller ajouter une courbe à chaque fois, puisque quand on charge un VTF, il nous affiche en fait une nouvelle courbe à chaque fois. Là, ce que je veux, c'est un graphique avec plusieurs courbes. Et ensuite, aller changer la source à la main et les axes X et Y à la main. Aujourd'hui, avec l'interface, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'insérer un plot, en fait, et l'étape de chargement des VTF n'est pas nécessaire. Ils sont tous préchargés par l'interface. Donc, il suffit de définir d'abord l'axe X et Y, et ensuite de cliquer sur Add autant de fois qu'on veut de courbes dans notre graphique. Et ça se fait tout seul. L'axe X et l'axe Y sont conservés. On n'a pas à aller les remettre à la main. Et il n'y a plus qu'à changer les sources. Donc, on obtient ce genre de graphique très facilement. Deuxième exemple pour illustrer cette fois la rapidité de l'interface, mais côté mise en données, c'est pour les échanges thermiques et définition des frottements, qui était un petit peu longue à faire aussi dans l'interface actuelle, puisqu'il fallait définir d'abord dans les paramètres de la simulation, une première fois, pour les paramètres globaux.
Ensuite, quand on voulait des conditions spécifiques, il fallait définir sur l'objet métal, premièrement, ensuite sur chaque objet, l'objet 2, 3 jusqu'à l'objet n, et il fallait prendre en compte en fait la priorité de chacun pour savoir réellement ce que va prendre le solver comme condition de contact. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a aussi bien pour les échanges thermiques que pour les définitions des frottements des matrices, donc avec au niveau des lignes et au niveau des colonnes les objets, et au croisement on définit l'objet, le fichier d'échange entre ces deux objets. Donc on peut sélectionner une cellule, plusieurs cellules, toute une ligne, une colonne ou la totalité. C'est vraiment simple d'utilisation. Alors, je vais maintenant aborder le cyclage thermique. C'est tout pour l'interface. Donc, ce type de simulation est adapté pour toute fabrication de moyenne à grande série, en fait, dans des moules permanents. Et on voit donc sur cette prise de vue l'évolution donc du remplissage et de la température dans la pièce et dans le moule. Alors, pour définir rapidement le cyclage thermique, on appelle cyclage thermique, donc dans Tercast, une simulation de montée en température des moules jusqu'à un état stationnaire, en fait. Dans une simulation standard, on va avoir, comme l'image du dessus, sur l'image du dessus, des outils avec une température constante. Et en fait, le but de la simulation, ça va être de simuler une multitude de coulées dans ces moules pour atteindre donc cet état stationnaire et obtenir la distribution réelle au bout d'un grand nombre de pièces fabriquées, en fait. Voilà. Donc pour résumer, ce que je viens de dire, c'est finalement je l'ai dit juste avant. Dans une simulation standard, on va simuler un procédé en faisant l'hypothèse que les moules ont une température constante. Donc c'est vrai pour la première pièce, c'est plus vrai au bout de X pièces. Et c'est ce qu'on veut simuler avec ce type de calcul. Il y a également d'autres intérêts pour ce type de calcul. On va pouvoir prédire le nombre de pièces à fabriquer avant d'atteindre cet état stationnaire. Comme vous l'avez vu sur le précédent graphique, c'était en fait la température en un point sur le moule, et on voyait qu'au bout de c'était 4 cycles, la température suivait ensuite une périodicité. Donc on avait la bonne répartition de température. Donc on peut obtenir le nombre de pièces. On peut également obtenir le temps de remplissage à l'état une fois le régime atteint. Et on peut également avoir une meilleure prédiction du chemin de solidification et du temps de solidification. Alors je vais maintenant vous présenter comment mettre en données ce type de simulation, donc de cyclage thermique, et je vais décrire les différentes étapes et les paramètres à renseigner. Alors déjà, la première étape, c'est d'avoir une simulation complète. C'est comme une simulation standard, c'est-à-dire que vous devez partir avec vos géométries, matériaux, remplissages qui sont définis, les échanges thermiques, les frottements, etc., etc. Et à partir de là, il ne reste plus que 2 étapes. Donc la définition des paramètres globaux à appliquer au cyclage, c'est une option. Je vais vous la montrer par après. Et deuxième chose, définir les paramètres locaux, cette fois-ci pour définir des régulations spécifiques dans le moule au niveau thermique, ou alors un potaillage spécifique dans certaines zones du moule. Je perds toujours le mot. Donc encore une prise de vue de Workbench de la nouvelle interface. C'est pour cette fois-ci illustrer donc l'option cyclage. Donc il suffit de remplir ces champs. C'est globalement on renseigne des durées en fait, des temps de départ et des durées. Donc je vais vous les décrire. On définit d'abord combien de temps va durer un cycle, et on va définir le nombre de cycles qu'on veut simuler. Alors, 2 choses à savoir. La première, un cycle dans Tercast commence au début juste avant le remplissage en fait, et se termine à la fermeture des moules avant le remplissage de la pièce suivante.
Et deuxième chose à savoir, oui, c'est que comment ça se passe? On simule autant de fois qu'on le demande, demande de nombre de cycles. C'est-à-dire que si on fait 10 cycles de 10 secondes, on aura une simulation qui fera 100 secondes en total, qui simulera 10 fois le procédé. On définit ensuite les propriétés concernant le potayage. Donc, à partir de quel moment on applique celui-ci, donc en prenant comme point de départ donc, le début du remplissage. On définit ensuite combien de temps cette opération dure. Et on définit les échanges, donc le coefficient d'échange à appliquer et la température à appliquer pendant l'opération. On fait la même chose pour l'étape de soufflage. Donc, on définit combien de temps dure cette étape. Et le coefficient d'échange et la température à appliquer. Ici, on ne demande pas de température de départ, puisque dans notre exemple-là, on a coché toutes les cases, et donc le soufflage vient directement après le potayage. Donc ça serait dupliquer une info, sinon. Et la dernière étape, donc si présence ou non d'insert ou de noyau, on coche et on indique le temps à partir duquel, enfin le moment auquel on commence à manipuler les noyaux, et on indique le temps de début de fermeture du moule. Voilà pour les infos pour la paramètre du cyclage, pour les paramètres globaux. Ensuite, donc, pour finir sur l'exemple, les définitions des paramètres locaux. Donc, qui dit paramètres locaux dit définition de set. Donc voilà, on passe par les mêmes constructeurs que d'habitude, donc des boîtes, cylindres, sphères, etc. Donc, dans notre exemple, voilà, on a pris des cylindres pour la régulation thermique. Donc, on les a calibrés, on les a positionnés, et il suffit ensuite d'aller définir les particularités donc, de notre échange dans ces zones. Par exemple, ici, c'est du chauffage. On définit quel mode. Si c'est un mode direct, donc en définissant une tabulation ou une valeur, ou si c'est un mode avec des fichiers. Ici, nous, on a défini avec une tabulation. On fait la même chose pour des zones spécifiques de potayage. Ici, on a utilisé des sets de maillage, puisque bon, c'est pour épouser les formes du moule. Et de la même manière, on définit le fichier d'échange pour le potayage. Donc pour la prochaine version de Tercast, une base de données de potayage sera fournie. Alors voilà, pour résumer, un petit peu pour mettre les idées au clair, je dirais. Donc je disais, le début d'un cycle commence au début du remplissage, vient ensuite le refroidissement, puis l'éjection. Et les trois points que vous voyez ensuite sont les temps qu'on a définis dans les paramètres globaux. Donc on a défini le temps de début de potayage, le temps de début de manipulation des inserts et le temps de fermeture, le moment à partir duquel on commence à fermer les outils. Donc pareil, on n'a pas défini de durée pour la manipulation et pour la fermeture des moules, puisqu'on peut obtenir ces temps directement en faisant des soustractions de notre temps de cycle complet moins le temps de début. Donc voilà. Donc pour conclure, on voit à travers ces deux nouveautés, que sont l'interface et le cyclage thermique, une volonté de rendre Tercast utile, en fait, plus utile encore pour le monde de la fonderie. Et l'utilisation de la nouvelle interface va donner, je pense, avec sa fraîcheur et son efficacité, va pouvoir permettre à Tercast de se moderniser, tout simplement. Et concernant le cyclage thermique, la prochaine étape serait en fait de ne plus demander un temps de cycle, mais de le calculer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, donc quand je disais on définit un temps de cycle, l'idée, ça serait de ne plus que ce soit une donnée d'entrée, mais un résultat. Pour ça, on pourrait imaginer demander de positionner un capteur et lui définir une température seuil. Si par exemple, la température en ce point passe en dessous de la température seuil, ça veut dire que la pièce peut être éjectée, et donc on a un temps qui est finalement un résultat. Voilà. Alors j'espère que le cyclage thermique sera bientôt une étape indispensable de vos simulations de procédés de fonderie. Elle vous permettra d'optimiser votre productivité, la santé de vos pièces et la durée de vie de vos moules. Voilà. Merci. Au niveau du cyclage, donc là vous montrez un moule 2 parties.
comment vous séparez la définition d'un cyclage sur un moule 4, 5, 6 ou 8 parties, 8 éléments moulants? Je pense que ça va pas avoir d'impact finalement, puisque en fait on définit donc des temps de manipulation, de début de manipulation. Est-ce que le fait d'avoir par exemple 5 parties de moule et des moules qui peuvent se fermer en plusieurs fois, imaginons, le temps va être différent, mais pour le cycle, l'information de début de déplacement et de fin finalement ne va pas. Enfin, les informations qu'on demande pour la simulation sont adaptables, je pense, à plusieurs parties. Tu veux dire que ton temps de début, c'est au moment où le premier moule, le premier sous-composant va se déplacer. Finalement, et c'est ton simplifié temps au maximum. De cycle, c'est une fois que... C'est en fait le temps de cycle, comme on demande le temps de cycle global, donc c'est ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure, comme on demande le temps de cycle global et le temps de début de manipulation des moules, finalement, si on fait ce temps total moins le début de manipulation des moules, on a le temps de fermeture. Donc qu'il y ait 1 ou 2 ou 12 moules, 12 parties de moules, ça fonctionne. Voilà. Bon, en tout cas, vous pourrez discuter tous les deux plus en détail si l'aventure, il y a effectivement une petite précision à apporter. Voilà. Bon, en tout cas, moi, le seul commentaire complémentaire que je pourrais apporter, c'est qu'on est vraiment dans cette volonté alors à la fois sur Tercast de proposer un produit qui corresponde à ce qu'attend le fondeur pour en faire bénéficier, je veux dire, à la fois les applications traditionnelles que l'on a pu gérer dans le passé et maintenant ce nouveau marché que l'on veut attaquer et sur lequel effectivement il y a des besoins spécifiques et c'est là où vos retours seront importants et encore une fois cette volonté de synergie entre nos produits et faire bénéficier à Tercast de l'ensemble de la valeur ajoutée qu'on a eue sur Forge et sur Coldform au niveau donc de cette interface graphique que tu as très bien décrite.